de J a pour sujet la troisième loi de Newton, à laquelle il a consacré des recherches. Cette loi, c'est du moins ainsi que J la comprend, affirme que pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée, ce qui est une glose physique de la formule F égale ma. Le tableau nous dit J montre deux masses. La masse supérieure exerce une pression vers le bas qui est proportionnelle à son accélération. Et en réaction à cette force, la masse inférieure exerce une pression équivalente vers le haut. Elles doivent être égales, donc de même grandeur, et opposées, donc l'une en haut et l'autre en bas, bien que J concède que l'une aurait pu être à gauche et l'autre à droite, option qu'il a rejetée pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le principe de conservation des parités dont il avait lu qu'il venait d'être renversé. Et puis, il faut des masses pour pouvoir montrer des forces, car comment pourrait-il y avoir une force de ce genre sans masse? Passons au tableau de K. La première loi de Newton soutient qu'un corps en repos le restera éternellement, puisqu'un corps en mouvement se déplace de manière uniforme en ligne droite, à moins de rencontrer des forces entrant en collision avec lui. Ceci dit K en pointant vers ce qui dans l'œuvre de J avait été la ligne de rencontre des deux masses et le cheminement d'une particule isolée. Une fois en mouvement, toujours en mouvement, c'est la raison pour laquelle la ligne va d'un bord à l'autre et qu'elle pourrait continuer indéfiniment. Même si elle avait commencé au centre du tableau, elle serait encore au sujet de la première loi, puisque celle-ci implique la possibilité d'une interruption de l'état de repos. Mais K explique que dans ce cas, il aurait fallu montrer la force entrant en collision avec la particule, ce qui aurait tout compliqué, alors que lui cherchait une simplicité radicale, comme Newton, ajouta-t-il modestement. Bien entendu, la ligne est droite. Le fait qu'elle soit équidistante du bord supérieur et du bord inférieur a une explication ingénieuse. Si elle était plus proche de l'un que de l'autre, il faudrait justifier ce déséquilibre. Mais comme aucune force ne la pousse dans l'une ou l'autre direction, elle coupe le tableau au milieu, sans tendre d'aucun côté. Ainsi, la peinture montre l'absence de force. À la lumière de ces explications, le caractère indiscernable des œuvres paraît vraiment extraordinaire, car il n'y a pas de doute qu'au niveau de l'examen visuel, on ne dispose d'aucun critère pertinent permettant de les distinguer. Si elles sont construites comme des œuvres distinctes, c'est à travers des actes d'identification qui à leur tour sont justifiés par une interprétation de leur sujet. L'œuvre de J montre des masses physiques, alors qu'il n'en est rien dans l'œuvre de K. Dans celle-ci, il y a du mouvement, contrairement à ce qui se passe dans celle de J, alors que le tableau de J est statique, celui de K est dynamique. Du point de vue esthétique, tout le monde est d'accord pour dire que l'œuvre de K est un succès, alors que celle de J est un échec. Pourquoi? Beaucoup trop faible étant donné son sujet, fait remarquer le critique de la revue avant-gardiste Œuvres d'art et choses réelles, chantant les louanges de K. Il doute que J ait été l'homme qu'il fallait étant donné la nature de la tâche, et il se demande même s'il ne commence pas à perdre la main. Méditons un peu sur ce que dans un effort de neutralité descriptive nous appellerons l'élément horizontal médian. Dirons-nous que c'est un bord? Dans ce cas, nous serons logiquement contraints d'admettre qu'il appartient à une forme, puisqu'il n'y a pas de bord sans appartenance. Un bord est la limite d'une forme, mais est-ce qu'il appartient au rectangle d'en haut ou à celui d'en bas? En fait, dans le tableau de J, l'élément en question est plus qu'un simple bord, c'est une jonction qui, en tant que telle, implique deux bords et donc deux formes. Mais un tableau visuellement indiscernable de celui de J pourrait tout aussi bien ne contenir qu'une seule forme. Il suffit d'imaginer que la forme d'en bas est projetée dans l'espace vide. Ce qui importe, c'est que si l'élément en question est un bord, alors la surface totale doit consister en deux formes, ou au moins en une forme et une non-forme. Mais évidemment, l'élément ne doit pas être forcément un bord, et encore moins une jonction. Il peut s'agir, comme dans l'œuvre de K, d'une ligne. Il est vrai que K l'a décrit comme un cheminement, et un cheminement divise toujours un espace préexistant, sans cependant définir, comme le fait un bord, la limite d'un espace. Mais une autre décision s'impose alors, celle qui concerne la relation du cheminement à l'espace qu'il coupe, car une ligne ou
même un cheminement peut passer sur, à travers, au-dessus et au-dessous d'un lieu. Le commentaire de K nous permet de dire que le cheminement passe à travers l'espace absolu. Mais quelle que soit la manière dont nous l'identifions, un certain nombre de problèmes complexes restent à résoudre. Imaginons que nous fixions du regard une projection à angle droit du plan dépeint par K, de telle sorte que la ligne droite soit vue de front et puisse donc être représentée par un point. Dans ce cas, il y a 4 choix possibles. Le point à gauche, le point à droite, le point au centre et le point sur la bordure de gauche. 1. Est un tableau indiscernable de celui de K et représente un plan avec, comme il se trouve, une ligne dessus. Il pourrait s'agir de la photographie aérienne d'une route qui traverse le désert. Le tableau de K correspond en fait à 2. Un cheminement à travers l'espace sans représentation d'un plan. Dans 3, le plan doit être assez transparent pour qu'à travers lui on puisse voir le cheminement. Il pourrait s'agir de la surface de la mer et du déplacement d'un nageur. Dans 4, le plan peut être transparent ou opaque, mais en tout cas le cheminement passe au-dessus, comme un avion qui survole l'océan. Bien sûr, il existe encore une autre possibilité, la surface du tableau est identique au plan, mais dans ce cas le plan ne serait pas dépeint, et le point est l'aboutissement d'une ligne tracée par un disciple horizontaliste de Barnett-Newman. Sans interprétation et donc sans identification artistique des éléments pertinents, il est impossible de savoir combien d'éléments contient l'œuvre. N'y en a-t-il que 2, une ligne et un plan? Peut-être aussi que seule la ligne est pertinente. Il pourrait s'agir du portrait d'une ligne sans plus de rapport avec le reste de l'espace pictural que le fond vert qui entoure un portrait. Nana avec la tête dépeinte. L'espace serait simplement l'espace occupé par le pigment, et il n'aurait pas plus de pertinence interprétative que la feuille de papier dans le cas d'un portrait dessiné. Ou alors, il y a bien 2 éléments, mais il s'agit de 2 rectangles comme dans l'œuvre de J. La ligne médiane est dans ce cas la partie d'un élément plutôt qu'un élément à elle toute seule. Or, il n'est pas sûr que des parties d'éléments soient encore des éléments. De toute manière, on peut toujours se demander à quelles conditions quelque chose est une partie d'un élément, et donc appartient ou n'appartient pas à l'œuvre. Est-ce que les bords de la surface sur laquelle l'œuvre est peinte font encore partie de l'œuvre? Il existe sans le moindre doute des tableaux où les bords sont importants. Chez Poussin, par exemple, la prise en compte des bords est un fait de composition. La construction est déterminée de manière à ce que leur intégrité soit sauvegardée. Ils ne sont pas pour autant une partie de l'œuvre, puisque l'interprétation, dans la plupart des cas, les exclut. Ils fonctionnent un peu comme les limites du champ visuel, qui, Wittgenstein l'a noté, ne sont pas perçues. Si elles l'étaient, elles devraient être incluses dans le champ visuel, de la même manière que la mort ne fait pas partie de la vie, puisque nous ne pouvons pas la vivre. Un événement de la vie est toujours vécu. Il existe aussi à l'opposé des tableaux dans lesquels les bords importent peu et où la composition n'est pas le souci dominant, de telle sorte que le tableau pourrait se continuer indéfiniment au-delà. Il s'arrête simplement à ses bords, contrairement aux tableaux qui sont résorbés par eux, de même qu'il existe des récits qui s'arrêtent simplement sans être terminés du point de vue structurel. Bonnard et plus largement les impressionnistes ont produit des œuvres selon cette manière un peu décousue. Dans l'œuvre de J, les bords pourraient faire partie de l'œuvre, puisque les limites de la toile coïncident avec les limites des masses qu'elle montre. On peut observer le même genre d'intégration des bords dans un tableau de Picasso où un cadre est peint autour d'une scène, de telle manière que les bords de la toile et les bords du cadre coïncident. Mais dans ce cas, l'œuvre elle-même subit une transformation de genre. Elle devient, pour ainsi dire, tridimensionnelle, une sculpture à relief minimal. Cela veut dire que nous intégrons l'objet dans notre propre espace. Chez Poussin, les bords des tableaux font partie de notre espace, mais non pas l'espace qui est enclos par eux. Nous n'occupons pas et ne saurions jamais occuper le même espace que celui où a lieu l'enlèvement des Sabines. D'ailleurs, si chez J les bords de la toile font partie de notre espace, il en va de même de sa surface. Elle appartient aux masses représentées. Chez Poussin, en revanche, la surface de toile ne coïncide jamais avec les surfaces de ce qu'il montre, c'est-à-dire celles des hommes, des femmes ou des bâtiments représentés. Les surfaces représentées n'ont aucun point de contact avec la surface de la toile, car elles sont en quelque sorte logiquement submergées et ne sauraient remonter à l'air libre.
La surface de la toile appartient à notre monde, elle n'appartient pas au leur. Il n'existe donc pas de géométrie ni d'échelle temporelle qui nous contiennent en même temps que les personnages et objets représentés. Et cela vaut en général pour l'art. Il n'y a pas de réponse à la question de savoir à quelle distance de nous se trouve Anna et le comte Vronsky. La chambre à coucher où ils cèdent à leur passion n'est certainement pas située à l'intérieur de celle où nous lisons le roman, même si le livre peut s'y trouver. Et que dire des coins? L'œuvre de J peut avoir de véritables coins qui coïncident avec les coins des masses. Mon tableau possède 4 sommets réels et 4 sommets illusoires. Il occupe donc 2 mondes à la fois. En revanche, le tableau de K ne possède ni coin ni bord, vu les contraintes qu'impose le concept d'espace absolu, qui ne connaît ni surface ni limite. L'œuvre de K est, si l'on veut, plus classique. En fin de compte, elle est à la manière de Poussin. Dans le chapitre précédent, j'ai cité la devise épistémologique d'après laquelle il n'y a pas d'observation sans interprétation. Les termes observationnels de la science sont tellement saturés de théories que la tentative de chercher une description neutre afin d'aboutir à une explication scientifique qui soit idéalement objective, revient en fait à s'interdire de faire de la science. Mon analyse des œuvres de J et de K, sans parler de Bruegel, l'ancien, suggère qu'il en va un peu de même dans le domaine de l'art. Chercher une description neutre, c'est voir l'œuvre comme chose et donc pas comme une œuvre. L'interprétation appartient de manière analytique au concept d'œuvre d'art. Voir une œuvre sans savoir qu'il s'agit d'une œuvre d'art est comparable à l'expérience qu'on peut avoir de l'écriture, sans avoir appris à lire. La voir comme une œuvre d'art, c'est donc passer du domaine des simples objets à celui de la signification. Mais passer de l'œuvre de J à celle de K revient à changer de monde, puisqu'elle possède des ensembles d'identifications disjointes, pratiquement sans la moindre intersection. C'est un peu comme si on vivait une des grandes transformations de l'histoire des sciences, par exemple le passage du système de Ptolémée à celui de Copernic. Le monde est comme avant, mais du fait d'un changement vertigineux de parallaxe théorique, vous êtes expulsé du centre que vous occupiez et vous voilà projeté parmi les cieux. La Terre elle-même se trouve au milieu des planètes, chose inconcevable dans le système de Ptoléméen. Et le Soleil ne se meut pas relativement à nous, aux autres planètes. Et tout ceci demeure bien vrai que pour envisager une hypothèse anachronique, une caméra pointée vers le ciel aurait montré exactement les mêmes configurations avant et après la Révolution. Ptoléméen. Dans le domaine de l'art, chaque nouvelle interprétation est une révolution copernicienne, au sens où elle constitue une œuvre nouvelle, même si l'objet, comme le ciel, reste le même lorsque l'interprétation change. Donc un objet O n'est une œuvre d'art que relativement à une interprétation I, qui est une sorte de fonction grâce à laquelle O est transfiguré en une œuvre. I de O égale œuvre. Dans ce cas, même si O est une constante perceptive, toute variation de I aboutit à des œuvres différentes. L'objet O peut être contemplé, mais l'œuvre doit toujours être complétée par le spectateur. Même si ce processus est immédiat et ne nécessite pas d'effort conscient. Dans son étude consacrée aux gravures de Hogarth, Charles Lamb dit que contrairement à des peintures que nous bornons à contempler, elles doivent être lues. Elles ont donc la même puissance que des textes. Mais cela vaut pour toute œuvre picturale et plus généralement pour toute œuvre artistique que nous croyons voir plutôt que lire. Dans de tels cas, nous lisons comme nous regardons parce que nous interprétons comme nous voyons. Il ne faudrait pas assimiler automatiquement la distinction entre l'interprétation et l'objet, à l'opposition traditionnelle entre le contenu et la forme. Mais en gros, la forme de l'œuvre est sans doute cette portion arbitrairement découpée de l'objet que sélectionne l'interprétation. À défaut d'interprétation, elle s'abîme de nouveau dans l'objet ou disparaît tout simplement, puisque c'est grâce à l'interprétation qu'elle existe. En tout cas, cette portion arbitrairement découpée correspond à l'œuvre, telle que je l'entends. Son essai est interprétari. L'idée qu'elle disparaît
S'il n'y a pas d'interprétation, est cependant moins effrayante que la thèse de Berkeley, d'après laquelle les objets disparaissent s'ils ne sont pas perçus, puisque leur essai est percepi. On peut être réaliste en ce qui concerne les objets et idéaliste en ce qui concerne les œuvres d'art. C'est là le grain de vérité que contient la formule « Il n'y a pas d'art sans monde de l'art ». Contempler un simple objet, contempler un objet que l'interprétation a transformé en œuvre, n'est pas du tout la même chose, même lorsque l'interprétation rend en quelque sorte l'objet à lui-même en disant que l'œuvre est l'objet. De quel type d'identification s'agit-il ici? Puisque l'interprétation est constituante, l'objet n'est pas une œuvre avant cet acte. L'interprétation est une procédure de transformation. Elle ressemble à un baptême, non pas en tant qu'il impose un nom, mais en tant qu'il confère une nouvelle identité. Il fait accéder le baptisé à la communauté des élus. Cette analogie religieuse s'approfondira au fur et à mesure de l'analyse, mais ce qui me retient pour le moment, c'est la logique de l'identification artistique. Le levier logique grâce auquel un simple objet accède au rang d'œuvre d'art n'est pas autre chose que ce que j'ai introduit en passant comme l'acte de l'identification artistique. Sa représentation linguistique est une utilisation identificatoire de la copule « et ». Je parlerai à ce propos du « et » d'identification artistique. Il intervient lorsqu'on affirme qu'une touche de peinture est Icare, ou qu'une traînée de couleur bleue est le ciel, ou encore lorsqu'on pointe vers quelque acteur cagneux en disant que c'est Hamlet, ou qu'on isole un passage musical pour dire que c'est le bruissement des feuilles. Dès l'âge de la crèche, l'enfant qui pointe vers l'image d'un chat en affirmant que c'est un chat maîtrise cette pratique linguistique. Peut-être qu'il en est de même dans le laboratoire animal, où le chimpanzé répond par le signe ballon lorsqu'on lui en présente une image. Lorsque cette pratique est consciente d'elle-même, celui qui s'y adonne doit faire partie du monde de l'art, puisqu'il est prêt à accepter quelque chose qui littéralement est faux.